Bonsoir à tous, on se retrouve pour la dernière session sur la classification de jeux déséquilibrés et on va essayer de tout boucler, de tout résumer en seulement 5 minutes. Donc boucler les 6 épisodes précédents en 5 minutes. Allez, c'est parti sans plus tarder, on y va. Donc du coup, l'agenda, 5 parties, quelques rappels, enfin quelques bases entre guillemets sur les fondations, les métriques pour évaluer un modèle dans un cas de jeu de données déséquilibré, l'échantillonnage des données, les modèles sensibles au coût et les algorithmes avancés. Première partie, les fondations. Qu'est-ce que la classification de jeux déséquilibrés, quelques intuitions et pourquoi c'est challenger. Alors, évidemment, donc les jeux de données dans la vraie vie ne sont pas du tout idéaux et ne respectent pas du tout une distribution gaussienne, ce serait top. Alors que les modèles et les métriques ont été plus ou moins pensés et designés dans ces cas idéaux. On va avoir beaucoup de problèmes lorsqu'une distribution est biaisée, est biaisée tout simplement. Et notamment, le plus gros problème qu'on a, c'est que l'accuracy devient extrêmement dangereuse dans ce cas-là. Donc, on va mettre en place et on va voir lors de cette vidéo des techniques spécialisées, donc au niveau de la préparation, au niveau des algorithmes à utiliser et au niveau des métriques. Donc c'est dur parce que donc, les algorithmes de base vont performer de manière pauvre. Donc on va devoir les modifier pour éviter qu'ils prédisent par défaut la classe majoritaire, puisque comme c'est la classe majoritaire, par défaut ça va obtenir un bon score. Souvent, se tromper dans la classification euh, d'une classe majoritaire n'est pas du tout désiré, mais ça reste moins critique que se tromper sur la classification d'une classe minoritaire. Donc c'est ce qu'on appelle le coût lié à la prédiction. Donc on va voir ça ensemble. Voilà pour l'introduction. On est parti pour évaluer, enfin pour parler des techniques qu'on a pour évaluer le modèle. Donc à droite, c'est toutes les parties qu'on avait vues en détail dans la vidéo précédente. Là, on va prendre un raccourci. L'accuracy. L'accuracy, donc c'est une métrique de seuil, on dit. Le but est de quantifier une erreur. Donc ça va résumer une erreur tout simplement. Donc l'accuracy, c'est le nombre correct de prédictions sur le nombre total de prédictions. Et sa cousine, c'est le taux d'erreur. Donc c'est le nombre de prédictions incorrectes sur le nombre total de prédictions. L'accuracy, on va évidemment l'éviter, puisqu'on va on le sait, hein, dans le cas d'un jeu de données déséquilibré, on va avoir beaucoup de classes majoritaires. Donc forcément, si on prédit tout le temps la classe majoritaire, on va avoir une prépondérance de ça, et on va éviter ça. Au niveau de la matrice de confusion, donc on l'avait rappelé, hein, la matrice de confusion, ça permet de voir à quel moment on se trompe, quand est-ce si on prédit positif alors que c'est négatif, ou vice-versa. Donc on a ces quatre notions, hein, vrai positif, faux négatif, faux positif, vrai négatif. Et en fait, à partir de cette matrice de confusion, on va pouvoir définir des métriques qui vont être assez pertinentes dans le cas de jeux de données déséquilibrés. On commence par la sensibilité et la spécificité. Donc la spécificité, c'est le taux de vrai négatif. Et dans notre cas, dans le cas de la classification déséquilibrée, la sensibilité va être très intéressante puisque elle va se consacrer, si je ne dis pas de bêtises, aux éléments de la classe positive, donc uniquement finalement la classe minoritaire. On voit en haut à droite là sur la matrice de confusion, c'est le taux de vrai positif sur le nombre total d'éléments positifs. Donc ça va vraiment donner un aperçu de la classe minoritaire. La spécificité, elle, c'est différent puisqu'en fait, finalement, elle va se concentrer sur la classe majoritaire. C'est bien ça. Donc elle nous intéresse pas vraiment. Hop. Si on ne sait pas trop quoi choisir ou si on veut garder les deux, on peut utiliser donc la métrique Gmin, qui est la racine carrée du produit de la sensibilité et de la spécificité. Precision et recall, donc rappel et précision, donc deux métriques
qu'on a plus l'habitude de croiser. La précision, bah, du coup, ça va être les vrais positifs sur la somme des vrais positifs et des faux positifs. Donc si on regarde notre matrice de confusion, finalement, c'est la colonne, on s'intéresse à la colonne de gauche. Donc finalement, la capacité du modèle à être bon lorsqu'il prédit la classe minoritaire. Et le recall, c'est les vrais positifs sur les vrais positifs plus les faux négatifs. Donc ça va être sa capacité du coup à s'intéresser à la classe minoritaire. Et vous remarquerez que c'est égal à la sensibilité. TP, FN, c'est ça. C'est égal à la sensibilité. Precision Recall, donc si on veut garder les deux dans notre mesure de score, on peut prendre le F-score, qui est donc la moyenne harmonique de ces deux grandeurs. Donc, la moyenne harmonique, c'est 2 fois le produit divisé par la somme. Et ensuite, on va également pouvoir pondérer en fonction de si on accorde plus d'importance à la précision au recall avec le F-beta score, donc ou le F-beta mesure. Donc là, la formule va légèrement se modifier. On va rajouter un coefficient bêta qui va montrer justement qui va nous indiquer à quelle grandeur on accorde le plus d'importance, à la précision au recall. Au niveau des courbes, on a la courbe ROC qu'on commence à connaître. Donc l'idée c'est l'air sous la courbe ROC va nous donner une seule métrique pour récapituler l'ensemble de la courbe. Donc l'idée c'est que on soit en haut à gauche de la courbe et qu'on soit surtout pas au niveau de la diagonale qui représente un classifieur aléatoire. Malheureusement, c'est que la courbe ROC, elle est beaucoup trop optimiste dans le cas d'un jeu de données déséquilibré. Donc, on ne va pas forcément la privilégier. On va privilégier dans ce cas-là la courbe PR, la Precision Recall, qui va plus prendre en compte la classe minoritaire. Donc là, on a une forme légèrement différente. Idéalement, on veut être en haut à droite, avoir une précision de 1 et un recall de 1. Et surtout pas être sur une ligne horizontale, parce que ça voudrait dire qu'on a une précision constante. Alors, la log loss, c'est donc une métrique qu'on connaît si on fait pas mal de classification. Donc, ça mesure l'incertitude. Et donc, la log loss, qu'on appelle également cross-entropie, euh, l'idée c'est de, c'est de, c'est de mesurer l'incertitude, pardon, je réfléchissais à la formule. Et en fait, donc, ça va être, dans le cas d'une classification binaire, ça va être cette formule qui peut paraître un peu compliquée. Donc, j'ai pas mis le multiclasse, mais du coup, en fait, c'est simplement la somme de la vraie valeur fois le log de la prédiction de la vraie valeur. Et donc là, en fait, dans le cadre d'une classification binaire, 1 moins y, ça représente la probabilité d'avoir la classe 0. Donc c'est pour ça qu'on a le 1 moins, etc. Mais c'est cette formule. On a également le Breyer score. Le Breyer score, qu'est-ce que c'est? Donc lui, il se concentre, ça permet de se concentrer sur la classe minoritaire. Contrairement à ce que son nom veut nous faire croire, le score parfait est un score de 0. Et donc le but, voilà, c'est que ce soit le plus petit possible, et c'est simplement en fait l'erreur quadratique, la moyenne de l'erreur quadratique, dans un problème de classification. Et comme ça peut être très petit, en général, on prend le Breuer-Skill score, ou simplement on va le comparer par rapport à un score de référence. Et donc ça va être 1 moins le Breuer score, soit sur le score de référence. Et donc là, idéalement, il faut être à 1. Donc, comment choisir une métrique d'évaluation? On avait présenté un petit peu tout ça dans ce graphique-là. Donc ça va être en fonction de est-ce que vous accordez plus d'importance au label, aux probabilités, et ensuite ça va aussi dépendre de qu'est-ce qui est vraiment plus important et qu'est-ce qui coûte le plus cher, grosso modo. Alors, un des challenges pour mesurer la performance d'un classifieur dans le cas d'un jeu de données déséquilibré, c'est qu'il faut que on ait un jeu d'entraînement et un jeu de test suffisamment large.
Et surtout, c'est que dans chacun de ces jeux, il y a suffisamment d'échantillons. Or, forcément, la classe minoritaire, comme son nom l'indique, elle est minoritaire. Donc ça va être dur de l'avoir en quantité suffisante. Idéalement, on va prendre une cross-validation avec default, mais le problème, enfin, si on le prend tel quel, hein, par défaut, ça va pas forcément être adéquate puisqu'on va retrouver finalement très peu d'éléments dans chacun des folds et donc l'évaluation ne sera pas représentative. La variation qu'on va utiliser pour à la place d'une cross-validation classique, c'est d'utiliser une version stratifiée. Donc ça va maintenir en fait la distribution des données par rapport à la classe. Donc à gauche, on a un scaffold classique. Donc on prend finalement training, testing de manière consécutive. Et le stratified, et ben en fait, on va prendre en compte la répartition de la classe pour s'assurer que on est bien on est autant d'éléments de chaque classe dans chaque fold. Voilà pour la partie donc évaluation. Maintenant, on passe à la suite sur l'échantillonnage. Donc, euh, si on laisse tel quel, donc les algorithmes vont se rendre compte qu'il y a plus d'éléments de la classe majoritaire, donc ils vont se focaliser sur cette classe majoritaire, alors que c'est la classe minoritaire qui nous intéresse le plus. Donc l'idée, ça va être de ramener une distribution plus équilibrée avec les techniques d'échantillonnage qu'on a à notre disposition. Donc la première technique, c'est d'échantillonner de manière aléatoire. Donc ça va simplement en fait, donc le suréchantillonnage, on va on va dupliquer des données de la classe minoritaire de manière aléatoire, et le sous-échantillonnage, on va supprimer de manière aléatoire des éléments de la classe majoritaire. Donc là, on voit comment on le fait avec la bibliothèque ImBlearn. On le met dans un pipeline, et là on a un random undersampler qui va nous permettre de, par défaut, sous-échantillonner automatiquement la classe majoritaire. Au niveau du suréchantillonnage, donc il y a la manière aléatoire, mais il y a d'autres techniques plus élaborées. Une qui est très connue, c'est le SMOT. Donc le SMOT, l'idée c'est que ça va sélectionner des éléments qui sont proches, et ça va tracer une ligne entre ces éléments-là, et ça va générer un point sur cette ligne. Ensuite, voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, on retrouve notamment entre ce point-là et tous ces points-là, donc plein de points qui sont sur la ligne. Pareil ici, pareil là, tac, on voit effectivement il y a toutes ces lignes qui se forment. Donc ça c'est le SMOT. L'inconvénient c'est que ça génère les données uniquement en considérant la classe minoritaire et pas du tout en considérant la classe majoritaire. Donc il peut y avoir des choses ambiguës, notamment sur les parties où ça se chevauche. Adacine a une approche légèrement différente, c'est que lui, il va se focaliser justement sur les éléments qui sont pas bien classifiés par un KNN, et il va générer plus de données à ces endroits-là. Donc là, on voit effectivement que ça ressemble beaucoup, mais sauf que c'est focalisé un peu sur la partie où ça se chevauche. En termes de sous-échantillonnage, donc on a le random, le sous-échantillonnage aléatoire. On a plein de techniques, le NIRMIS, le CNN, TOMECHNICS, le NN, l'OSS qui est une combinaison de deux techniques, le NCERC une autre combinaison de deux techniques, etc. On va pas rappeler toutes celles enfin, on va pas rappeler les détails de toutes ces fonctions, hein. Je vous redirige vers la vidéo qu'on a faite précédemment. Là, l'idée, c'est qu'on aille vite. Attendez, il y a un moustique. Donc, ensuite, on a des combinaisons des deux. Donc, c'est-à-dire qu'on va suréchantillonner et sous-échantillonner en même temps. Donc, on peut le faire, on peut utiliser l'aléatoire. On peut souvent, ce qu'on voit, c'est également SMOT pour suréchantillonner, et ensuite on va sous-échantillonner de manière aléatoire. SMOT ou TOMECHNICS. Donc TOMECHNICS, c'est une technique de sous-échantillonnage, ou SMOT et ENN. ENN qui est une autre technique de sous-échantillonnage. Donc voilà, c'est souvent ça qu'on voit, hein. Si vous avez des premières approches à tester, testez celle-ci en priorité avant de creuser sur d'autres. Voyons maintenant les algorithmes
sensibles au coût ou comment leur faire prendre conscience aux algorithmes que la classe minoritaire, elle a beau être minoritaire, mais elle est prioritaire. Donc l'idée, c'est de dire que le coût d'une erreur n'est pas le même en fonction qu'on se trompe sur la classe majoritaire ou minoritaire. Donc on ne va pas simplement compter le nombre d'erreurs, on va attribuer un coût à chacune des erreurs. Et on va dire au modèle de se concentrer là-dessus. Donc finalement, on transforme la matrice de confusion en une matrice de coût en attribuant un coût à une erreur. Donc là, on voit que se tromper, donc c'est-à-dire de se dire on prédit négatif alors que c'est positif, c'est un faux négatif, ça coûte beaucoup plus cher que un faux positif. En général, la bonne pratique, c'est en fait de mettre un poids. Pour ça, on a dans scikit-learn quelque chose qui s'appelle compute class weight, qui va utiliser la formule qu'on a là, c'est-à-dire le nombre d'échantillons sur le nombre de classes fois le nombre d'échantillons dans la classe déterminée. Et en général, donc, ça marche bien. Sauf, bon, on peut utiliser donc le weighting, mais par défaut, en fait, dans scikit-learn, cette formule-là, vous l'avez avec la chaîne de caractères balance dans l'argument class weight. Donc ça, hop là, je l'ai eu. Voilà. Donc souvent, donc par défaut, class weight balance pour venir faire en sorte que le coût, enfin que la distribution soit simulée, équivalente. Donc ça marche pour le decision tree, ça marche pour le SVM. Là, ça marche pour un réseau de neurones, le troisième exemple. On vient mettre le weight et le modèle.fit, on vient le préciser. Et pour le XGBoost, on a un autre argument, donc scale post weight, où là il faut utiliser une formule légèrement différente, donc c'est le nombre d'exemples négatifs sur le nombre d'exemples positifs. Maintenant, on s'attaque aux algorithmes avancés. On va voir ça tout de suite. Donc, le premier exemple, c'est trouver le meilleur seuil, puisque par défaut, donc la majorité des algorithmes vont prédire une probabilité ou un score d'appartenance à une classe. Par défaut, c'est 0,5. Et sauf que ce 0,5 ne représente pas forcément la situation idéale. Donc, comment choisir le seuil idéal? C'est tout ce qu'on va, c'est ce qu'on va voir rapidement. Donc, la première approche, c'est évidemment de tester plein de valeurs. Ensuite, sur une courbe, si vous utilisez la courbe ROC, l'idée c'est ce qu'on peut faire, c'est justement d'aller chercher la métrique qui maximise le Gmin, puisque le Gmin, donc c'est le produit entre la sensibilité et la spécificité. Ça va finalement représenter le trait seuil pour lequel les deux valeurs sont les plus élevées. Sur une courbe PR, on va du coup s'intéresser au F-score. Donc on va prendre le seuil qui maximise le F-score. Donc là, dans notre cas, il est ici. Et donc on a un seuil à 0,25. Maintenant, en termes de calibration de probabilité, l'idée c'est de calibrer un régresseur pour faire en sorte que les probabilités soient calibrées entre 0 et 1. Donc il y en a deux techniques dans scikit-learn, le plate scaling et la régression isotonique. Pour ça, on utilise l'objet Calibrated Classifier CV en lui précisant la méthode qui va se référer à une des deux techniques que je viens de présenter. Et ça va permettre du coup d'avoir des probabilités, même pour les algorithmes qui n'en précisent pas, qui précisent directement les classes. Enfin, donc les algorithmes d'ensemble, ils vont être aussi utiles dans ces cas-là, puisqu'ils vont être performants. Donc on a le premier, donc le bagging, Bootstrap Aggregation, qu'on peut utiliser, donc bagging classifier par défaut. Et on peut également avoir sa version équilibrée, donc le balance bagging classifier. Donc par défaut, donc c'est un arbre de décision, le classifier, mais on peut très bien lui injecter en paramètre un autre classifier. Et donc derrière, lui, il va construire son bagging de modèle. Le random forest, donc c'est un peu la suite logique. On va pouvoir lui dire d'équilibrer les classes. Donc tu équilibres les classes et après tu fais ton bootstrap et la suite. Mais on peut aussi lui dire d'équilibrer justement les sous-échantillons pour chaque arbre.
en mettant la valeur balance subsample dans le class weight. C'est ce qu'on a dans le deuxième exemple. On va aussi pouvoir s'intéresser aux algorithmes monoclasses, de classification monoclasse. Donc c'est notamment du champ de détection d'anomalies pour détecter justement les échantillons qui sont rares. Donc nous, c'est les éléments minoritaires de la classe positive. Donc l'inconvénient, c'est que c'est des algorithmes non supervisés. Donc en fait, on va perdre l'information. On va devoir annuler finalement l'information qu'un élément était minoritaire. Vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc dans scikit-learn, on va présenter 4 exemples: le one class SVM, l'isolation forest, l'enveloppe elliptique et le LOF. Donc le one class SVM, c'est simple, hein, ça va simplement de manière non supervisée calculer une fonction de densité et voilà, déterminer lesquels sont anormaux. Isolation forest, donc à la base d'arbres, l'idée c'est que plus un arbre est anormal, plus il est séparable rapidement, et plus un point est normal, plus ça va être compliqué de devoir le séparer, puisqu'il va être proche d'autres points. Donc voilà, donc, graphiquement comment ça marche. L'enveloppe elliptique, donc l'idée c'est, donc idéalement c'est une distribution gaussienne, créer une enveloppe. Donc à l'intérieur de cette enveloppe, les points sont normaux, à l'extérieur, les points sont anormaux. Et donc contamination, là qu'on voit, c'est simplement on s'attend que là, il y ait 1% d'outlier. Donc lui, il va trouver une enveloppe qui fait en sorte qu'il y ait 1% d'outlier. Et enfin le LOF, donc ça, c'est à partir des voisins les plus proches. Donc plus un élément a de voisins, plus il est normal, moins il a de voisins, plus il est anormal. Et voilà comment on a passé en revue les algorithmes avancés. Donc pour conclure cette série de vidéos, donc voilà tout ce qu'on a vu: les fondations, l'évaluation des modèles, l'échantillonnage de données, les modèles sensibles au coût, et enfin les algorithmes avancés. Je suis allé très vite sur cette vidéo, hein, c'était un peu voulu. S'il y a un sujet que vous voulez creuser, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question, elle est dans la playlist en question. Je l'ai 2 fois en question, ça me fait poser plein de questions. Sur ce, je ne peux que vous rediriger donc vers la source de l'exposé que je vous ai fait, hein, qui est ce livre-là, donc 463 pages de Jason Brownlee, donc la personne derrière le site web Machine Learning Mastery. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos. On va s'arrêter là et puis on va s'intéresser dans la prochaine vidéo sur d'autres choses. Et voilà, à bientôt!